Bonjour, c'est Virginie de la librairie Monet. Je suis spécialisée en littérature jeunesse et je vais vous présenter la liste des incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois de juin. Donc, on va commencer avec 3 titres qui sont liés un peu par les mêmes thématiques. On a, premièrement, Je suis au monde, habiter autrement la planète. C'est un documentaire qui a été publié chez Actes Sud Junior. Il est écrit par Julieta Canepa et Pierre Ducrozet et illustré par Stéphanie Kiel. C'est un documentaire magnifique, avec un rythme de lecture sur la lenteur, l'observation, vraiment l'appréciation de la beauté du monde. Donc, on commence notre voyage parce que c'est bien ce que les auteurs ont voulu faire, un voyage dans le monde. Attendez, je vais vous montrer les superbes pages. On commence dans le récif de corail, au large de l'Australie. On nous explique comment toutes les espèces sont liées les unes aux autres. Ensuite, on nous transporte dans la forêt amazonienne, où encore une fois, on veut voir toutes les espèces, comment elles sont liées. Et puis enfin, on passe de ce monde naturel au monde des humains. Et on montre comment les villes sont faites pour être, elles aussi, une sorte d'écosystème où chaque personne a un travail, chaque personne fait en sorte que la vie en communauté fonctionne, bien que ça profite parfois pas à tout le monde également. Parfois, ça profite à d'autres plus qu'à certains. C'est un très bel album qui part du monde naturel pour nous amener vers les villes, nous amener aux enjeux qui sont présentement difficiles, comme les enjeux climatiques, toute la progression des villes vers les terres agricoles. Et ça nous donne beaucoup de solutions positives sur comment on pourrait changer ça. J'ai adoré ma lecture de ce documentaire et je le conseille vivement. C'est un grand incontournable de ce mois-ci. Dans le même ordre d'idées, on a ensuite La ville du futur, donc un documentaire, comme le titre l'indique, qui va parler des villes du futur. Ce que j'ai apprécié avec ce documentaire, qui a été publié par les éditions Albert et illustré par Sarah Vella, c'est un documentaire où on va voir comment les villes se sont créées, en fait. Les premières villes dans l'Antiquité, dans la Mésopotamie, les villes médiévales, jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite nous donner des clés sur comment les villes du futur pourraient être plus en accord avec l'environnement, comment on pourrait faire notre propre nourriture, les jardins par rapport à plein de techniques d'agriculture modernes et possibles à faire en ville. Donc, c'est vraiment un très bel ouvrage de référence, très complet, qui donne plein de clés pour des solutions pour les villes du futur. Enfin, je vous dirais, c'est peut-être mon petit chouchou des 3. Il y a Permacité, la ville de mes rêves. C'est un livre qui a été écrit par Olivier Dain-Belmont, et qui a été illustré par Fachri Maulana. C'est un documentaire, oui, évidemment, mais c'est aussi une sorte d'album parce qu'on a une histoire. Donc, c'est le grand jour. Notre petite personnage que l'on voit ici dans l'illustration, elle est toute petite, elle ne veut pas déménager, elle ne veut pas quitter son quartier. Ses parents déménagent pour aller dans un nouveau quartier écologique qui est situé dans une permacité. Donc, qu'est-ce qu'une permacité? C'est ce qu'on va découvrir tout au long de cet ouvrage. Notre petit personnage a un chat qui s'appelle Imhotep, et Imhotep est coquin, il va commencer à s'enfuir, donc elle va essayer de le rattraper, et de page en page, on va visiter cette ville complètement éclatée, mais qui est en même temps très réaliste. On reste dans tout ce qui est possible de faire avec les villes du futur. Et puis, on va voir toutes sortes de solutions. On va voir des éoliennes, on va voir les jardins qui sont faits en étages, on va voir comment les villes vont être chauffées, quels matériaux sont utilisés, comment le travail est organisé dans ce genre de ville. C'est très intéressant. Et puis, j'ai beaucoup apprécié le fait l'auteur mentionne que ce projet utopique-là n'est pas quelque chose qu'on construit, on rase tout, on construit quelque chose de nouveau. Et c'est plutôt une vision du futur dans laquelle on prend les villes telles qu'elles existent aujourd'hui, on construit par-dessus avec ce qui existe déjà, en harmonie avec l'architecture d'un endroit, en harmonie avec les résidents qui sont là depuis longtemps, pour essayer en fait de densifier la ville afin d'offrir un peu plus de services et d'offrir aussi des endroits sauvages, des cabanes dans les arbres. C'est vraiment une vision très positive, pleine d'espoir du futur. Je trouve que ça manquait parfois. Il y a beaucoup en littérature jeunesse dans les documentaires, des documentaires qui parlent sur les changements climatiques, en étant, bien évidemment, c'est un peu alarmiste parfois, mais ces 3 documentaires dont je viens de parler donnent vraiment de l'espoir pour le futur avec des belles solutions, et donc j'ai trouvé ma lecture vraiment très agréable et je vous les conseille fortement. Ensuite,
prochain incontournable du mois de juin. Eau douce d'Émilie Vasse. J'adore Émilie Vasse, je trouve que ses illustrations sont toujours très épurées, très belles. C'est publié aux éditions Mémo et c'est un livre qui s'ouvre dans ce sens. Et là, on a l'illustration d'un petit plan d'eau douce avec les créatures qui l'habitent. Et puis, on va passer de saison en saison. Au début, c'est l'hiver. Qu'est-ce qui se passe dans ce point d'eau douce? Ensuite, on passe au début du printemps. Qu'est-ce qui se passe? Quelles espèces sont en train de se reproduire? Lesquelles se nourrissent? Lesquelles construisent leur nid? Je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt agréable à lire. C'est toujours mignon, les illustrations sont belles, les informations sont assez brèves, mais toujours quand même intéressantes et complètes. J'étais très intriguée par cette moule qui se trouve à chaque page. Et puis, on n'en parle jamais. Qu'est-ce qui se passe avec cette moule? Je veux savoir les informations. Et puis là, je me demandais si un jour, on allait enfin en parler. Et puis, il a fallu que j'attende jusqu'à la fin de l'automne pour qu'on finisse par l'aborder. Et c'est la moule d'eau douce, ou anodonte, qui est un mollusque bivalve. Et on apprend dans ce petit paragraphe qu'elle filtre jusqu'à 50 litres d'eau par jour pour respirer. Elle se nourrit de débris de végétaux et d'animaux. Elle peut mesurer 25 cm, vivre 150 ans et pondre plusieurs centaines de milliers d'œufs dans sa vie. Donc, j'ai pas été déçue. Ça a valu la peine d'attendre toutes ces pages pour me parler de la petite moule qui était là à toutes les illustrations. Donc, un très beau documentaire sur un sujet qui se trouve partout, des plans d'eau douce. Il y en a partout au Québec, donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur ces endroits plutôt communs. Ensuite, je sais que je dis toujours que ce sont tous des incontournables et que je les aime tous, mais celui-là a vraiment une partie spéciale dans mon cœur. C'est Eyes Open, 23 idées photographiques pour enfants curieux. C'est un manuel de photographie, un livre guide d'activités à faire avec la photographie. C'est un livre d'art, c'est un livre d'inspiration, c'est un livre table à café, c'est tellement de choses en même temps. C'est un super beau livre dans lequel on a plusieurs idées d'activités à faire avec les enfants. Donc, on en a 23, comme le titre l'indique. Et puis, on a des idées comme l'alphabétographie. Donc, on invite l'enfant à créer son propre alphabet à partir d'objets, de lignes et de formes qui rappellent les lettres. On a des exemples à chaque fois qu'on a une idée, des exemples de réels artistes qui ont pris ces sujets-là pour faire leurs expositions. On a les références, on a des citations, on a plein de choses vraiment intéressantes à regarder. On a des invitations, par exemple, à se photographier chez moi, avec des questions qui accompagnent l'activité, comme comment une pièce exprime-t-elle la personnalité de celui qui y vit? Donc, ça invite les enfants ou les photographes. Réellement, en lisant ce livre, j'ai eu envie de prendre mon appareil photo et d'aller dans mon quartier pour trouver ce qui le définissait, parce que c'est aussi une autre activité qu'on propose. Sors dehors, va voir qu'est-ce qui définit ton quartier, prends-les en photo, fais des portraits sans montrer le visage. Donc, ça montre toutes sortes d'activités qu'on peut faire dans le quotidien. On n'est pas obligé d'avoir des super beaux endroits. On sait que la photographie, souvent, c'est quand on voyage, quand on voit des endroits uniques. Ce livre nous amène vraiment à remettre en question le quotidien, ce qui nous entoure, ce qui fait que les gens sont eux, comment on peut les prendre en photo dans leur quotidien, dans leur environnement, pour essayer de faire sortir leur vraie essence. C'est un magnifique livre, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, il a été réalisé par Suzanne Mezelas, j'espère que je prononce bien son nom, qui est une photographe américaine, et puis il a été publié chez Delpire. Magnifique ouvrage que j'adore énormément. Ensuite, vous le savez, avec la pandémie, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Beaucoup d'entre nous se sont remis au jardinage, au petit potager de maison. Eh bien, ce livre tombe à point. Un an à Fleurville, recettes de nos balcons, toits et jardins de Félicita Sala, publié chez Cambourakis. C'est une suite à un ouvrage qui avait déjà été publié, 12 rue des Jardins, où on avait un immeuble au 12 rue des Jardins où chaque maison faisait ses propres plats pour le souper. Puis là, c'est toutes des cultures qui se mélangent et puis on fait un grand dîner ensemble. Mais celui-ci, c'est une page, un mois. Et on a des recettes de saison. Donc, on commence avec le mois d'avril et les asperges. Et là, on a une recette de quiche aux asperges. Ensuite, on se promène au mois de mai. Et là, on a une soupe de petits pois, menthe et basilic. Donc, on a toujours les illustrations, la recette. Et si on regarde celle du mois de juin, c'est un clafoutis
clafoutis, pardon, aux cerises. Donc, on a des recettes qui donnent l'eau à la bouche, elles sont vraiment belles. C'est un livre de recettes, c'est un documentaire sur les cultures, c'est un documentaire sur le jardinage. C'est un excellent livre et j'ai envie de toutes faire les recettes. Tout avait l'air délicieux, donc je le conseille vivement. Ensuite, avec l'été, on va aller probablement se promener dans les rivages du Québec. Ce documentaire tombé à point. Donc, c'est un documentaire qui s'appelle Rivages du Québec. Il a été écrit par Réa Dufresne et il est publié chez Bayard Canada. C'est un livre qui est fait pour être emporté. Donc, c'est marqué en arrière les docu-sacs à dos. Donc, c'est fait pour être mis dans son sac à dos, l'amener avec nous pendant nos expéditions. Qui n'a pas déjà observé ces algues plutôt étranges sur la plage? Là, vous voyez ce genre de petites algues qui n'ont pas l'air très ragoûtants. Eh bien, dans ce documentaire, on apprend que ces algues s'appellent des laminaires alonstipe. Je suis désolée, je le prononce pas bien. Donc, les laminaires alonstipe, ça en jette, on ne se trouve plus aussi dégoûté par ces petites choses qui se ramassent sur le bord de la mer. Donc, on apprend le nom de toutes ces espèces que l'on voit. On apprend comment les coquillages sont formés, on apprend comment les galets sont formés. Donc, c'est vraiment un documentaire super à mettre avec soi, à emporter avec soi en voyage pendant nos expéditions pour mettre des mots sur tout ce qu'on trouve autour de nous, pour occuper un peu les enfants dans leur découverte et afin qu'ils apprennent tout en s'amusant. Je l'ai beaucoup aimé et c'est un de nos incontournables pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai un documentaire sur les insectes qui s'appelle Coccinelles, papillons et autres insectes, publié chez les éditions Multimonde, écrit par Anne Sverdrup Tigeson. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. C'est une dame qui vient des pays nordiques et qui a un nom très simple, mais un peu difficile à dire en même temps. Donc, c'est un très beau documentaire sur les insectes. On apprend toutes sortes de choses, évidemment, sur ces petites bêtes qui parfois sont ennuyantes, mais on apprend comment elles sont très importantes à la vie et à la biodiversité. Donc, on a plusieurs chapitres comme comment reconnaître un insecte, les insectes des eaux, les insectes des forêts, les insectes des jardins, des maisons, etc. J'ai particulièrement aimé qu'on nous rappelle comment les insectes sont très importants parfois pour des tâches qu'on connaît bien, comme par exemple certains insectes aident à la pollinisation des fleurs, certains arbres ne peuvent pas créer leurs fruits sans qu'un insecte soit là pour les polliniser. Mais elles sont aussi là pour des tâches un peu moins connues, ou du moins qu'on y pense un peu moins, comme le fait de nettoyer dans les forêts quand il y a des corps d'animaux morts ou quand il y a des troncs d'arbres morts. Les insectes sont là pour tout nettoyer, s'assurer qu'il ne reste plus rien. Ils ont besoin de cette source de nourriture-là. Et dans un point de vue un peu plus ludique, l'auteur nous rappelle aussi que même dans les villes, il faut des petits concierges qui nettoient les trottoirs et les restes de nourriture. Des chercheurs ont calculé que dans le centre de New York, aux États-Unis, les fourmis mangent l'équivalent de 60 000 pains à hot dog par an. Si c'est pas impressionnant, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un très beau documentaire, superbes illustrations. La lecture était fascinante et je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ensuite, on tombe dans un autre registre avec l'espionnage. C'est un documentaire qui a été publié aux éditions La Martinière. Il a été écrit par Lars Bové et Yannick Pellegrin. Donc, Lars Bové qui est un journaliste d'enquête. Si ce n'est pas les espions modernes ou les espions du quotidien, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et ensuite, on voit toutes sortes de choses. Ça m'a vraiment impressionné, ce livre. On voit comment les espions, à travers l'histoire, avec des espions dans l'Antiquité, les espions au Moyen-Âge et jusqu'à l'ère moderne, on a eu tout un chapitre sur James Bond, bien que ce soit un espion fictif. On parle de comment il a marqué l'imaginaire et la culture populaire. On voit les gadgets des espions, on voit les espions, des réels espions qui ont existé pour de vrai. On voit les agences d'espionnage les plus connues aussi. J'ai particulièrement aimé le chapitre sur les gadgets d'espionnage, dont les vintage, donc des genres de pipes dans lesquelles on cache des enregistreurs, des choses comme ça. Là, on croirait que ça n'existe pas, c'est sorti d'un film, mais non, c'est vrai, ça a existé, ces choses-là. Et j'ai aussi apprécié le chapitre sur les missions secrètes de nos amis à poil et à plumes. Donc, les espions se servent des animaux parfois pour mener à terme leur mission. Et on apprend qu'en Angleterre, non, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, les Américains ont fait un commando de pigeons, donc ils ont entraîné les pigeons à se promener proche de leur cible et ils attachaient une caméra aux pigeons. Donc, c'est l'avantage d'utiliser des pigeons, c'est que c'est comme on ne porte pas attention à eux. Et puis,
Ils peuvent voler plus proche que des drones, des avions ou des petits hélicoptères sans éveiller de suspicion. Toutefois, on dit aussi que les caméras auxquelles on les attache sont parfois coûteuses et les pigeons s'envolaient au vent sans revenir avec. Donc, c'était un peu coûteux d'utiliser cette méthode. Ça m'a bien fait rire. Je n'avais aucune idée que ça existait. Donc, c'est un super documentaire. On apprend plein de choses et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Enfin, il reste 4 titres que j'aimerais vous présenter. Les 2 prochains sont un peu liés, à mon avis. Ce sont des titres du domaine de la science. Donc, il y a mon grand livre illustré du cerveau, publié aux éditions Usborne et écrit par Bettina Hipp et illustré par Mia Nilsson. Donc, c'est une véritable... J'ai oublié le mot. Attendez, ça va me revenir. Les gens qui font le cerveau sont des neurologues. Oui, pas qui font le cerveau, mais qui l'étudient. Oui, donc, c'est une neuroscientifique. Voilà le mot que je cherchais. Et elle a écrit ce livre qui est très facile à lire. Donc, ça s'adresse vraiment à un public assez jeune. On l'a classé pour le premier cycle du primaire. On a une petite fille ici qui se promène et elle va rencontrer un hibou qui va répondre à ces questions qu'elle se pose sur le cerveau. Donc, on va passer à plein de choses comme comment le cerveau fonctionne, comment la vue fonctionne, comment les émotions sont régularisées ou comment les neurones fonctionnent. Donc, c'est vraiment plein de notions de base qui sont quand même très intéressantes. J'ai particulièrement aimé le chapitre sur la mémoire, dans lequel on apprend qu'il y a 3 sortes de mémoire. Donc, on a notre mémoire à court terme, qui nous permet de nous rappeler, par exemple, les étapes d'une recette, alors qu'on a la mémoire à long terme, avec les souvenirs auxquels on pense souvent, auxquels on revient, qui nous ont marqués. Et on a aussi la mémoire procédurale. Donc, c'est tout ce qui ne demande pas de mémoire active, mais dont on se souvient quand même. Par exemple, parler, faire du vélo, ce sont des choses naturelles, automatiques. Donc, c'est stocké aussi dans comme une autre sorte du cerveau. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé que le documentaire se termine en disant, en fait, le petit hibou qui nous fait la visite guidée du cerveau répond à des questions de la petite fille qui le suivait. Puis elle dit, à la fin, le hibou dit, j'ai aussi un secret à partager avec toi. Les neuroscientifiques savent peu de choses sur le fonctionnement du cerveau. Il y a encore tant à découvrir. Si toi, tu deviens un neuroscientifique, tu découvriras peut-être ce que personne ne savait jusqu'à maintenant. Donc, j'ai aimé ça, ça terminait sur une petite note de « Et toi, l'enfant, est-ce que tu vas devenir un neuroscientifique? Pourquoi pas? » Et dans une perspective similaire, Nano, la science spectaculaire du très petit, nous montre aussi une jeune fille qui observe autour d'elle. Donc, on commence le livre en nous parlant « Regarde autour de toi. Tout est fait de matière. Tout est fait de quelque chose. » Toutes ces choses-là sont constituées d'atomes, qui sont des très, très, très petites particules et qui forment tout objet sur Terre, tout ce qui est vivant et tout ce qui ne l'est pas. On parle de cette réflexion-là pour nous montrer comment les atomes sont formés, quels atomes sont formés, les éléments, en fait, de quels éléments sont formés le corps humain. Et puis, c'est très fascinant. On passe à travers plusieurs pages pour enfin nous apprendre c'est quoi les nanosciences, comment ça peut être utile dans le futur, comment ça peut aider, par exemple, en créant des tout petites passoires qui savent filtrer les éléments qu'on pourrait rendre l'eau salée, l'eau de la mer potable, comment on pourrait faire en sorte que les médicaments qui savent exactement où aller pour traiter la maladie pour laquelle ils sont créés. Donc, ça montre plusieurs clés, plusieurs possibilités de qu'est-ce que les nanosciences peuvent faire. Ça termine avec, comme l'autre livre, une petite poussée de « mais il y a tellement de choses à découvrir, peut-être quand tu vas être grand, quand tu vas être grande, tu vas pouvoir toi aussi faire des découvertes. » Donc, c'est vraiment passionnant. Puis, petite chose que j'ai remarqué, ces 2 livres mettent en scène une enfant, donc une jeune fille, et les 2 livres ont été écrits par 2 femmes scientifiques. Donc, j'ai trouvé ça bien qu'elles-mêmes, femmes scientifiques, mettent en scène une jeune fille dans leurs livres. Encore aujourd'hui, en science, c'est quelque chose... Parfois, dans les documentaires, c'est quand même un peu stéréotypé. Donc, j'ai trouvé ça bien qu'on mettait des jeunes filles de l'avant dans ces documentaires sur les sciences. 2 grands coups de cœur. Ensuite, il y a La vie secrète des petits bobos, qui est un documentaire sur quelque chose que les enfants vivent très, très, très souvent, des bobos. Ça fait partie de leur vie. Alors, pourquoi ne pas leur expliquer comment ça se passe, quel est le processus et toutes les questions auxquelles ils peuvent avoir. Donc, on apprend qu'il y a toutes sortes de bobos, les égratignures, les coupures, les chocs, les brûlures, les bobos qui gratouillent, les piqûres. Tout ça, c'est expliqué. On nous apprend les premiers soins, on nous apprend quand est-ce que c'est grave qu'il faut aller à l'urgence. C'est un documentaire qui a été écrit par Mariona Tolosa Sistere et qui a été publié chez Rue du Monde. Donc, très bon documentaire. Et pour finir, petite cerise sur le sundae, un beau documentaire qui m'a beaucoup surpris, Comment on construit un pont, publié par Roman Belyaev.
écrit par Romane Bellièvre et publié à la Pastèque. C'est un documentaire où on apprend évidemment, comme le titre l'indique, comment on construit un pont, mais on passe par plusieurs étapes, donc on se questionne sur qu'est-ce qui est un pont, comment les mots sont arrivés en fait dans la langue, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on disait que c'est des constructions tellement anciennes que le mot pont vient de proto-langues, de langues très anciennes. Donc, en anglais, par exemple, ça vient d'une provenance indo-européenne qui signifiait revêtement de bois. Donc, bridge, en anglais, ça signifie revêtement de bois à l'origine. Alors qu'en français, notre racine du mot pont vient aussi d'une langue qui signifie plutôt route ou chemin. Donc, je trouvais ça intéressant comment, dans les langues anciennes, on voyait comment c'était différent, l'interprétation de ce qu'un pont était. On apprend comment les ponts se sont construits dans le temps. Aujourd'hui, on a des petites anecdotes rigolotes qui m'ont bien fait rire. Par exemple, les Grecs savaient construire des ponts à arc qui étaient très beaux, très complexes pour l'époque. Et puis, comment ce savoir-là s'est perdu au Moyen Âge? Et là, au Moyen Âge, il y avait moins de ponts. Les Romains, leur savoir a été perdu. Et puis, on soupçonnait, quand un pont était construit, qu'il y avait peut-être le diable qui était impliqué là-dedans. Il y a des légendes par rapport à ça. Donc, c'était des petites anecdotes comme ça qui m'ont vraiment fait rigoler, qui m'ont vraiment intéressée au courant de ma lecture. Donc, c'était le dernier documentaire incontournable ce mois-ci, pour le mois de juin. Je suis Virginie, libraire jeunesse à la librairie Monet, et puis on va se revoir le mois prochain pour les prochains incontournables de documentaires pour le primaire.